J'appelle aujourd'hui à la barre Michel Fourniret. Vous devinez bien pourquoi on va parler de l'un des tueurs en série français les plus connus, puisqu'il est décédé cette semaine. Si jamais vous n'étiez pas au courant, désolé pour le spoil. Michel Fourniret qui nous rappelle par la même occasion qu'il y a un seul Michel qui est immortel, et c'est Michel Drucker. Je vais sûrement glisser quelques petites blagues par-ci par-là sur l'ogre des Ardennes. Vu que ce grand prédateur se prenait pour le roi de la manipulation, je vais le remettre un petit peu à sa place. C'est vrai que c'est facile de faire le malin une fois qu'il est mort. Je risque plus grand chose. Mais en même temps, on va essayer de ne pas choquer et de ne pas blesser les familles victimes. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo en apprenant son décès. Je connaissais Michel Fourniret de nom, on connaît tous aussi l'affaire Estelle Mouzin, mais en fait le parcours criminel de l'ogre des Ardennes, il ressemble à un véritable feuilleton. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Je pense que la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais je vais essayer de vous rendre ça intéressant. Et pour réussir à intéresser les gens sur la ville de Charleville-Mézières dans les Ardennes, croyez-moi, il y a du boulot. L'histoire qui nous attend est assez mouvementée, donc on ne va pas perdre beaucoup de temps avec l'enfance de Michel. Déjà, il est né à Sedan, donc il partait avec un désavantage dans la vie. On sait en plus que son enfance n'aurait pas été facile, qu'il aurait pu être abusé par sa mère, et qu'apparemment il volait des stylos à l'école. Heureusement que tous les élèves qui t'empruntent un stylo-bille et qui ne te le rendent pas ne deviennent pas des psychopathes, sinon le monde irait très mal. Une fois adulte, il a pu être maçon, bûcheron, carreleur, garde forestier. Il était à deux doigts d'aider Xavier Dupont de Ligonnès à faire sa terrasse à ce rythme-là. Tellement il était bon bricoleur. D'abord, Michel va être marié 2 fois et ses 2 premières femmes vont divorcer à cause de ses dérives sexuelles. Le profil de Fourniret a rapidement été inquiétant. Il est d'ailleurs incarcéré dès 1984 pour des agressions sexuelles et des viols, avant d'être libéré en 87. En prison, il s'ennuie et il n'apprend pas la guitare, contrairement à Charles Manson, dont on a parlé dans notre dernière vidéo, que vous pouvez retrouver juste au-dessus si vous le souhaitez. Mais Michel va passer une annonce dans le journal pour qu'on lui écrive des lettres, et c'est comme ça qu'il va rencontrer et échanger avec Monique Olivier, qui va devenir sa femme et sa partenaire de crime. Elle va le surnommer Shere Khan, comme le tigre dans le livre de la jungle. C'est mignon, ça s'envoie des lettres, ça se donne des petits surnoms, on dirait le début d'une comédie romantique sur Netflix. Mais ça va vite dégénérer, puisqu'il va y avoir une sorte de pacte assez terrible noué entre les deux. En fait, Michel veut surtout s'en prendre à des jeunes filles vierges parce qu'il aurait été traumatisé que sa première femme ne soit pas vierge justement. Monique va donc l'aider à trouver des vierges et en échange, elle veut qu'il s'occupe de tuer son ex-mari qu'il aurait battu lors de leur relation. Bon, par contre, finalement, son ancien mari ne va pas être tué, mais l'autre partie du pacte, elle, va être bien tenue. C'est le moins qu'on puisse dire. Leur première victime ensemble, ça va être Isabelle, une collégienne qui rentrait chez elle un soir de décembre 87, alors que la nuit était en train de tomber. C'est Monique qui conduit la voiture, qui la rassure pour qu'elle monte à bord, et un peu plus loin, sur la route, on a Michel qui fait du stop avec un bidon d'essence parce qu'il a besoin d'aller faire le plein parce que sa voiture est en panne. Le scénario se met en place, et le choix d'Isabelle aurait été fait par Monique, qui a choisi la jeune femme parce qu'elle ressemblait à une jeune version d'elle-même et que ça pouvait donc permettre à son mari de la dépuceler par procuration en quelque sorte. Et une fois dans la maison du tueur, il va tenter de la violer, mais il n'y arrive pas, alors il la tue et il jette son corps dans un puits. La plupart des crimes de Fourniret auront une portée sexuelle, mais pas le second. C'est plutôt un crime par intérêt dont on va parler. En fait, en prison, il a rencontré sa femme, Monique, mais il va également être proche de Jean-Pierre Helgouarch, qui est un braqueur breton qui était incarcéré également à ce moment-là. Et une fois que Michel est dehors, l'autre détenu va lui parler d'une planque où serait caché le butin du gang des Postiches, qui était un gang qui braquait des banques dans les années 80. Donc il demande à Fourniret d'aller dans cette planque, qui est un cimetière de la région parisienne, pour aider sa compagne Farida pour sortir le trésor. Un trésor constitué de lingots et de pièces d'or. Vous voyez la suite arriver, même si on lui laisse 500 000 francs de commission, le futur serial killer va en vouloir plus et il va tuer Farida pour empocher la totalité du butin. Se battre pour un trésor et trahir ses camarades, on a l'impression de revenir à l'âge d'or de la piraterie. Jack Sparrow n'a qu'à bien se tenir. Avec cet argent, il va acheter cash le château du Sautou, dans les Ardennes, qui sera sa résidence la plus connue et où on va retrouver le corps de 2 de ses victimes. On dit d'ailleurs que la mère de Fourniret aurait été domestique dans un château, et c'est ce qui aurait pu motiver Michel pour en acheter un. Rien à voir donc avec la chanson de Zazie. J'achète un château dans les Ardennes.
Forcément, Helgwarch va finir par sortir de prison et trouver ça un peu bizarre que sa compagne ait disparu et qu'il n'y ait plus de butin. Alors les amants démoniaques vont finir par revendre le château pour échapper à une possible vengeance. Le braqueur breton va quand même porter plainte pour signaler la disparition inquiétante de sa compagne et évoquer la piste de Michel Fourniret, mais ça ne va rien donner. Au total, on va avoir environ une dizaine de meurtres officiels et reconnus par le tueur. Monique l'aidait donc à chasser, c'est vraiment l'expression qu'ils employaient, ils allaient à la chasse ensemble, et la petite ironie de l'histoire, c'est que le château dans lequel ils ont vécu, c'était historiquement un ancien pavillon de chasse. Ça leur allait bien quoi. Monique servait aussi parfois à vérifier que les victimes étaient bien vierges avant que son mari ne les viole et ne les tue, et elle n'a jamais tenté de sauver ou de libérer les jeunes femmes quand son mari s'absentait quelques instants. Son épouse servait aussi à rassurer et mettre en confiance les jeunes femmes pour justement, la plupart du temps, monter dans leur voiture ou rentrer chez eux. Par exemple, dans le meurtre de Fabienne, en août 88, Monique était enceinte et Michel a fait croire à la jeune femme qu'il cherchait un médecin pour surveiller sa grossesse parce qu'elle était malade. Il y a également le meurtre de Marie-Angèle, dont on ne retrouvera jamais le corps. En 1989, il va réussir à convaincre Jeanne-Marie, une étudiante de 22 ans qu'il rencontre dans un train, de venir chez lui. Et la même année, on a aussi en Belgique l'enlèvement et le meurtre d'Elisabeth, 12 ans, qui était partie jouer chez une amie. Là aussi, ils vont se servir du bébé qu'ils viennent d'avoir, un petit garçon du nom de Selim, pour mettre en confiance la jeune fille, pour qu'elle puisse les emmener, les accompagner chez le médecin. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Selim, leur fils donc, va grandir dans un climat assez particulier. Il va être impacté aussi en grandissant, puisque ses parents seront arrêtés, et lui il va apprendre à découvrir tous leurs crimes, et il va savoir qu'on a pu se servir de lui comme d'un appât pour aller tuer des jeunes femmes. Et donc souvent, quand on lui demande ses origines, il dit que ses parents sont morts pour éviter d'avoir à parler d'eux. Et parce qu'il n'assume pas cette généalogie, c'est compréhensible. Alors avant, quand il disait que ses parents étaient morts, c'était 100% un mensonge, et maintenant c'est 50% vrai. Et bientôt ça sera 100% vrai, c'est juste la logique de la vie. En 1990, Natacha, 13 ans, disparaît du côté de Nantes, elle faisait les courses avec sa mère, qui va lui demander d'aller chercher de l'argent pour payer à la caisse. Et on va l'enlever probablement sur le parking du magasin. Elle sera retrouvée poignardée à 70 km de là, et ce crime a également fait une victime collatérale. Puisqu'on a d'abord soupçonné Jean Groix dans cette affaire, c'est un indépendantiste breton qui habitait en face de la famille de Natacha, et qui avait une camionnette blanche comme celle qu'on a pu voir sur les lieux du crime. Ce qui est improbable, c'est que la police va débarquer chez lui et elle va tomber sur 3 indépendantistes basques armés. Parce que de toute manière, les indépendantistes, basques qui plus est, sont toujours armés. C'est la logique des choses, c'est dans leur ADN. Mais Jean va être incarcéré pour association de malfaiteurs, et on va se rendre compte en prison qu'il n'a pas tué Natacha, mais son nom a déjà été sali à ce moment-là, l'amalgame est fait, et malheureusement, il va se suicider en prison. On va aussi retrouver le corps de Johanna, une étudiante britannique de 20 ans qui était assistante en anglais du côté d'Auxerre dans la région et qui avait mis une annonce dans le journal pour donner des cours de langue justement. C'est sûrement comme ça que Fourniret a pu tomber sur elle et lui donner rendez-vous. Elle sera battue, violée et tuée et on retrouvera son corps nu dans l'Yonne. Même si le tueur en série va nier durant un moment le meurtre de Johanna, il y a un indice qui va aiguiller les enquêteurs sur sa culpabilité. À l'intérieur de son coude, on va retrouver une piqûre, comme celle qu'on a pu voir sur le corps de Fabienne, parce que Michel tentait de leur injecter de l'air dans les veines avec une seringue. Une méthode pour essayer de tuer les 2 jeunes femmes. On a donc un rythme de crime assez soutenu depuis 87, et pourtant on peine à faire le lien entre toutes ces affaires. Déjà parce que la zone géographique est assez dense, entre les crimes commis dans les Ardennes, du côté français ou du côté belge, et puis aussi dans l'Yonne, vers Auxerre, ou même en Loire-Atlantique, vers Nantes. Donc c'est compliqué de trouver une logique, d'autant que le mode opératoire n'est pas toujours identique, même si les victimes sont des jeunes femmes. On ne sait pas si Fourniret l'a fait exprès, c'est bien possible, mais certains meurtres ont pu mettre les enquêteurs sur des fausses pistes. Fabienne a été tuée par balle et son corps a été déposé au camp militaire de Marmelon, un camp autour duquel des personnes ont disparu dans les années 80. Natacha, elle, a été poignardée avec un tournevis, comme a pu le faire Francis Holm sur l'une de ses victimes à la même époque. Et concernant la disparition d'Elisabeth en Belgique, on a pu croire que c'était du fait du pédophile Marc Dutroux. Tandis que ses victimes dans l'Yonne, c'était sur le terrain de prédilection d'Émile Louis, donc là aussi ça a brouillé les pistes. Il n'empêche qu'on aurait dû suspecter bien plus tôt Michel Fourniret. Il aurait dû y avoir des alertes, surtout avec son casier judiciaire et son passif d'agression sexuelle et de viol. L'enquête à Auxerre, sur la disparition d'Isabelle par exemple, elle va être rapidement classée sans suite, après environ 1 mois et demi d'investigation,
et malgré la mobilisation des stars de l'équipe de foot de la ville. À l'époque, l'AJ Auxerre, c'était un petit peu le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui. Et ils ont toujours un point commun, c'est que ni l'un ni l'autre n'a gagné la Ligue des Champions. Dans les meurtres officiellement commis par notre serial killer, il va y avoir un trou entre 90 et 2000. 10 ans sans victime, vu son appétit sexuel et son rythme criminel, ça semble peu probable, et c'est pour ça que de nombreuses personnes pensent qu'il y a sûrement plusieurs autres victimes à son actif qu'on ne connaît pas. En 2000 donc, les affaires reprennent avec le meurtre de Céline, 18 ans, puis de Manania, 13 ans en 2001. Le corps de cette fille sera d'ailleurs retrouvé à quelques centaines de mètres du domicile d'un procureur en charge de l'affaire Dutroux en Belgique. Et certaines rumeurs les plus folles sous-entendaient un lien entre Fourniret et Dutroux dans un trafic pédocriminel. Pour certains, ce n'est pas une coïncidence d'avoir deux tueurs-violeurs pédophiles qui ciblent des enfants sur une zone géographique si proche, vers la frontière franco-belge. Et d'autres évoquent même un lien avec la franc-maçonnerie. Maintenant que j'ai dit tout ça à voix haute dans une vidéo publique sur internet, si je finis par disparaître dans les prochains jours, vous savez d'où ça vient. Ce qui va causer la chute de Fourniret, comme souvent, c'est un crime qui a raté et qui va alerter les autorités. Et là en l'occurrence, ça se passe en juin 2003, il va tenter d'enlever dans un village belge une jeune fille qui s'appelle Marie Ascension. La prochaine sur sa liste, c'était Camille Pentecôte. Comme souvent, Michel va réussir à convaincre la fille de monter dans sa voiture pour lui montrer le chemin de l'école. Il va ensuite la ligoter, mais elle va parvenir à s'échapper, et on va réussir à relever la plaque d'immatriculation de la camionnette. Il sera donc arrêté, puis plus tard extradé vers la France. Après plus d'une centaine d'interrogatoires, c'est Monique Olivier qui va finir par craquer, alors que son mari ne dit rien. Elle va même avouer plus que ce que son époux va bien vouloir reconnaître au premier abord. On va donc, dans un premier temps, le juger pour 7 meurtres et les condamner tous les deux à la prison à perpétuité en 2008. Après ça, Michel et Monique vont aussi divorcer en prison, comme quoi les comédies romantiques, qui commencent par une relation épistolaire, ne finissent pas toujours bien. Il y aura ensuite un procès qui va les reconnaître coupables du meurtre de Farida, dans l'affaire du trésor du gang des postiches, et normalement, il y aurait dû y avoir d'autres procès aux assises pour les meurtres de Marie-Angèle et de Johanna, qu'il avait avoué enfin en 2018, et bien évidemment pour l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin. Pour rappel, la petite Estelle disparaît en janvier 2003 entre chez elle et son école. Elle a 9 ans, la piste de la fugue est écartée, on a des centaines de gendarmes et de policiers qui sont mobilisés, on a des centaines de perquisitions qui sont effectuées, on a pu comparer par la suite le tas d'ADN qu'on a retrouvé dans la camionnette du tueur avec celui de la fillette, mais ça n'a pas matché. Et finalement, 17 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, on a enfin le droit à un semblant de dénouement. D'abord parce que Monique Olivier, la femme du tueur à l'époque, elle a enfin fait voler en éclats son alibi. Fourniret avait toujours dit que le jour de la disparition d'Estelle, il était en Belgique et qu'il avait appelé son fils pour son anniversaire. Finalement, Monique annonce que c'est faux, que le tueur n'était pas en Belgique à ce moment-là. Le serial killer avait toujours nié son implication dans l'enlèvement et le meurtre de la fillette, alors qu'on avait retrouvé l'avis de disparition d'Estelle dans son ordinateur, et qu'en 2007, il avait adressé une lettre au juge juste avant son procès aux assises pour qu'il s'explique justement sur la disparition d'Estelle Mouzin. Mais il faudra attendre finalement 2020 pour enfin le voir avouer. Son ex-femme semble détachée, elle est moins sous son influence vu qu'elle est en prison et qu'ils sont séparés, et donc elle se permet de lâcher de plus en plus d'informations. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de retrouver le corps d'Estelle, mais malheureusement, Fourniret était atteint de la maladie d'Alzheimer, sa mémoire lui faisait défaut, et maintenant qu'il est mort, ça va devenir de plus en plus compliqué d'avoir des détails sur tous ses crimes. On a déjà fouillé plusieurs fois les environs du château pour essayer de retrouver un corps, et même notamment avec un archéologue. Une chose est sûre, c'est que la météo des Ardennes, ça lui change de l'Égypte et des pyramides. Mais apparemment, c'est plus facile de trouver des pharaons. On a également fouillé la maison de la sœur de Michel, qui est décédée quelques semaines avant l'enlèvement d'Estelle Mouzin, et où le tueur a emmené la fillette. Et dans cette maison, on va retrouver sur un matelas un ADN partiel de la fillette. Avec ce matelas et la camionnette du tueur, on a une trentaine de traces génétiques inconnues, et donc ça fait autant de possibilités de retrouver d'éventuelles victimes de Michel Fourniret. Ça pourrait ouvrir la voie à d'autres dossiers jamais résolus. On peut notamment évoquer la disparition de Marie Wagon, 10 ans, en 1996 à Agen, ou encore de Lydie Loger, 29 ans, en 93 dans l'Orne, et pour laquelle Fourniret a été mis en examen concernant sa disparition. Autre disparition inexpliquée, celle de la babysitteuse des Fourniret. Pour garder leur fils, Monique et Michel avaient embauché une fille au père qui s'occupait de Selim pendant qu'ils allaient chasser. Et cette babysitteuse, elle va finir par disparaître du jour au lendemain dans les années 90. Malgré les témoignages des habitants pour la décrire, on ne va jamais la retrouver, ni même savoir qui elle était, parce que même si Monique va accuser son mari, lui, il va toujours nier,
et ni lui ni elle ne vont donner l'identité de la jeune femme. On a juste un indice sur son apparence, puisqu'à un moment, Fourniret va dessiner ce qu'il présente comme un autoportrait. Alors je ne sais pas comment il s'imagine ou dans quel miroir il se regarde, mais moi j'appelle pas ça un autoportrait. Les enquêteurs pensent plutôt qu'il a dessiné le visage de cette mystérieuse fille au père. Le problème, c'est que la disparition de l'ogre des Ardennes ne va pas faciliter toutes les investigations. On va maintenant s'en remettre uniquement à Monique Olivier, qui a d'ailleurs reconnu avoir été présente dans la maison de la sœur de son mari avec Estelle Mouzin et Michel Fourniret. On peut donc espérer un procès et des réponses sur cette affaire, même si ça ne sera jamais aussi précis que de savoir ce qu'il se passait dans la tête du tueur en série. En tout cas, la mort du serial killer, elle marque la fin des poursuites contre lui, et les seules enquêtes et les seuls procès qui vont pouvoir avoir lieu, c'est si on arrive à établir la complicité et l'implication de Monique Olivier dans chacune de ces affaires. Ça sera sûrement le cas pour Estelle Mouzin, mais pour le reste mystère, il y aura sûrement toujours des zones d'ombre. Michel maintenant restera muet comme une tombe. L'ancien château de Fourniret dans les Ardennes a été racheté par un couple de pharmaciens belges. Ma foi, bien sûr, j'ai acheté le château. Quel bel accent belge pourri. Ils s'en servent pour venir passer des vacances à la campagne, et leurs enfants ou petits-enfants viennent également y séjourner. Alors, sachant qu'il y a souvent la police qui vient dans ton jardin avec un tractopelle pour trouver des cadavres, pas sûr que tu sois très tranquille pour tes vacances. Après, ils auraient pu aussi leur demander de laisser les trous ouverts et de ne pas les reboucher, et installer des piscines par exemple. Bon, par contre, c'est sûr que s'il y a 20 trous, tu vas pas faire 20 piscines. Mais je pense que pour acheter un château comme ça, il faut avoir vendu pas mal de Doliprane durant sa carrière, c'est élémentaire.